C'est Clocheton qui fait foi ou c'est la montre du maire? Bien. Ah. Ah. Bonjour. Oh, j'ai la vision. En fin de compte, ce sera la montre du maire, manifestement, qui n'est pas en retard. Hein. Bien, allez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, je déclare ouverte cette séance du Conseil municipal, le quorum étant largement atteint. Je vais donner lecture des pouvoirs. Karine Gandolfi donne pouvoir à René Metzinger. Christine Zatarin donne pouvoir à... pardon. Ah, c'était pas... Non, c'est Lydie. Je lis le pouvoir à l'envers. C'est Lydie Baggio qui donne pouvoir à Christine. On arrivera. Corinne Selka donne pouvoir à Pascal. Gérard Keff me donne pouvoir. Et Geoffrey Chavreau donne pouvoir à Lucien Vigo. Pardon. Et Jennifer Di César donne pouvoir à Lionel Gérard. Je n'ai pas d'autres excusés ou d'autres pouvoirs. Je vous en prie. Bonsoir. Nous allons désigner un ou une secrétaire de séance. René? Allez, merci René. Je vais vous soumettre le compte-rendu du dernier conseil municipal. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas, je considère qu'il est adopté. C'est le cas, je vous remercie. Je signale, avant d'aller plus avant, que j'ai souhaité, à l'issue de notre dernier conseil municipal, puisque, vous le savez, j'ai pris la décision, en accord avec le bureau municipal, de faire que nos séances soient dorénavant transmises en direct, c'est le cas, sur le site de notre ville, ce qui nous permet en permanence d'assurer, évidemment, une transmission honnête, de combattre le mensonge. C'est important, puisque l'honnêteté n'est pas valeur permanente et totalement partagée, et donc il faut y veiller. Ce que nous faisons, et ce qui garantit évidemment la totale transparence, ce qui est habituel chez nous, de nos débats, et évidemment un échange vertueux avec notre population. La dernière fois, il était constaté une qualité de son qui n'était pas au top, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le cas aujourd'hui, c'est la raison de la présence de ces micros. Donc les élus, après que je leur ai donné la parole, pourront utiliser ce micro en l'actionnant. Je leur demanderai simplement de l'éteindre après utilisation, ce qui devrait donner à nos échanges une totale qualité au niveau de la retransmission. Je suis très heureux que nous puissions ainsi faire que tout un chacun puisse assister depuis son domicile et de toute quiétude et en toute qualité à nos échanges. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais donner au conseil municipal deux informations, toutes deux importantes. La première concerne le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Inutile de revenir sur l'ensemble du feuilleton. Vous savez que nous aurions dû recevoir fin 2012 la dotation d'État pour
venant compenser l'année 2011. Compte tenu des modifications des lois portant évidemment sur ce versement des compensations, il a été décidé par le législateur de faire qu'il y ait annualisation, c'est-à-dire versement par l'État des compensations durant l'année N. Cela conduisait normalement l'État à nous verser en 2012 la dotation 2011 et 2012. Et l'État doit nous verser en 2013 la dotation 2013, lorsque nous nous sommes rendus compte du retard, pour le moins, de la part de l'État dans ces versements. En décembre 2012, nous nous en sommes émus, je parle de mon ami et collègue Jean-Pierre Minella, et nous avions à l'époque, dès le mois... Non, celle-ci vous pouvez fermer, Jérémy, mais celle-là, vous ouvrez. C'est sans doute pour la qualité du son, puisque Jérémy, le technicien, est en train de veiller à ce que les choses se passent bien, mais les portes du conseil doivent rester ouvertes. Voilà. Et donc, nous avions envoyé dès janvier 2013 un courrier aux autorités, bien entendu, préfectorales. Depuis, nous nous sommes adressés aux 40 villes qui, de près ou de loin, étaient concernées par cette situation pour le moins problématique, puisqu'il était question de 2 800 000 euros par an, dus par l'État, puisque l'État, en réalité, a commis une erreur qui ensuite a été établie et reconnue au niveau des services fiscaux, lesquels exactement les uns et les autres se renvoient la balle, mais il a été reconnu le fait qu'il y ait eu erreur, et que ces 40 villes soient effectivement légitimes dans l'attente qu'elles manifestaient du versement de ces dotations. Il y a eu échange épistolaire, il y a eu intervention des parlementaires, que ce soit la sénatrice Evelyne Didier ou le député Christian Eckert, qui par ailleurs est rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, qui avait demandé à ses services de faire les recherches nécessaires et qui ont établi effectivement cette erreur. Je passe sur l'ensemble des épisodes. Je voulais en venir simplement au fait que le ministre Cazeneuve, ministre du Budget, était en sous-préfecture de Briey vendredi dernier. J'ai participé à cette rencontre. Il y avait là les parlementaires de notre territoire, voire même un parlementaire, un sénateur du Sud, le président de la région, le président du Conseil général, et toute une série de personnalités. Que ce soit Christian Anker ou moi-même, nous sommes intervenus très clairement sur le sujet. Et je veux vous dire, pour m'en réjouir, quand les choses vont mal, je le dis, quand elles s'arrangent, je le dis aussi. Pour m'en réjouir, le ministre a tenu un propos extrêmement clair, nous indiquant que d'ici la fin de cette année, ou au pire, en début d'année prochaine, cette erreur, il serait remédié à cette erreur. C'est en soi évidemment une nouvelle heureuse, même si elle ne m'incite pas à exploser de joie, puisqu'en réalité ce n'est qu'une rectification d'une erreur. Il faut quand même savoir que les sommes manquantes sur notre budget, c'est de l'ordre de 500 000 euros. C'est 600 000 à Homécourt, c'est un peu plus de 600 000 à Jarny, enfin, etc., etc. 2 800 000 euros, ça compte. Il est regrettable qu'il y ait eu erreur. Ça conduit nos trésoreries respectives à être sous tension. Et évidemment, quand il y a une tension de trésorerie, ça peut engendrer des surcoûts pour toutes les villes. Et donc, je regrette qu'il y ait eu erreur, mais je dis ma satisfaction quant à un propos ministériel qui établit clairement les intentions gouvernementales dans ce domaine. Ça vient évidemment complètement justifier les efforts que nous avons produits pour qu'il en aille ainsi. Ça, c'est une nouvelle, je tenais à vous en informer, puisque je vous ai tenu informé régulièrement de l'évolution de ce dossier qui est évidemment très très important.
Donc, toujours avec Jean-Pierre, nous allons nous adresser aux 40 maires pour leur faire part de cette déclaration ministérielle. L'autre information concerne le projet de PIMS, puisque pas plus tard que ce midi, Céline m'accompagnait à cette occasion, nous avons rencontré le directeur régional de la SNCF qui avait tenu à faire le déplacement personnellement, accompagné de 2 de ses collaborateurs, et nous étions avec l'un des responsables régionaux de GRDF, qui sont 2 partenaires essentiels du projet de PIMS. Pour des raisons qui tiennent à la SNCF, le directeur régional est venu me dire, me confirmer l'implication de la SNCF dans le projet PIMS jovicien, me faire des propositions que j'ai acceptées en termes de calendrier. Je peux vous dire que les travaux prévus sur la gare vont être engagés tout début septembre et vont s'étaler sur 3 mois. Donc nous allons aussi procéder à l'installation du PIMS. Il y a toute une série de graduations en quelque sorte dans la montée en charge du PIMS, mais que le PIMS devrait être installé dans la même période. Donc je vous l'indique, je ne pouvais pas le faire plus vite puisque cette rencontre a eu lieu sur l'entre-midi. Voilà sur les 2 informations qui sont des informations importantes, l'une et l'autre, bien entendu. Vous en mesurez la portée. Voilà, je vous propose d'engager maintenant l'ordre du jour du conseil municipal. Le point le plus important, pas le seul, il y a d'autres points importants, mais le point le plus important porte sur la question de l'eau. Nous allons dans un premier temps examiner les rapports d'activité de la SEUR. À cet égard, je veux ici excuser le responsable de la SEUR. Les services me l'ont dit, il y avait réellement volonté de la SEUR d'être parmi nous. Il y a eu vraiment empêchement de ce responsable qui, entre guillemets, joue clairement le jeu du partenariat. Et donc, si ça n'était pas le cas, je vous le dirai, mais en l'occurrence, il est effectivement empêché d'être parmi nous. Donc, on va examiner le rapport d'activité de la SEUR, du syndicat Ornaval, le prix, qualité, service public, eau, etc. Et ensuite, c'est le point 1.5 qui est surdéterminant à l'occasion de ce conseil municipal. J'aurai l'occasion de dire quelques mots à l'introduction de ce point. Voilà. On y va. Alors, c'est Jean-Jacques qui va nous rapporter, l'opinion, les remarques faites par la commission en charge du développement durable qui a procédé à l'examen des rapports d'activité que je viens d'évoquer. À toi, Jean-Jacques. Allez, tout d'abord, je commencerai par remercier les membres de la commission développement durable qui ont étudié ces 2 rapports et qui ont eu la patience d'entendre une énumération de chiffres qui, certes, n'est pas facile à entendre tout le temps, mais qui est pourtant absolument indispensable de connaître pour voir et avoir un aperçu de ce qui se passe sur notre ville. Au sujet du rapport de la SEUR, donc quelques généralités, je ne vous rappellerai pas que le contrat d'affermage prend fin le 31 décembre 2013, ou plutôt je préfère vous le rappeler, d'accord, parce que comme André l'a dit, le point le plus important arrive après. Au niveau de la ressource, en eau, la ressource c'est le puits de Haropré, c'est une station qui a été mise en service en 1950, donc elle n'est pas toute jeune, avec une capacité de 125 m3/h. On dispose de 2 importations possibles, une par le Sigvaux et l'autre par le Soiron. Je vais vous donner les chiffres clés. Le nombre de contrats, il est de 3070, globalement stable. Les volumes consommés sont en baisse de 3%, c'est une constante sur les dernières années. Les volumes produits, eux, sont en augmentation de 2%. Les volumes exportés ont explosé, entre parenthèses, de 74%. Ceci est à relativiser parce qu'on exporte surtout sur la ville de Briey et les volumes concernés sont faibles, de 5400 à 9400 m3. Les volumes importés sont en baisse par le Sigvaux de 10%. Les volumes mis en distribution sont en hausse de 0,74%. Un chiffre important, c'est le rendement du réseau. Le rendement du réseau est calculé à 76%. Il est en baisse par rapport à l'année dernière.
L'année précédente, on nous avait dit de façon tout à fait explicite et normale qu'un rendement de réseau à 72% était considéré comme un bon rendement. Je pense que ça sera un chiffre à améliorer et ça sera aussi là-dessus qu'il faudra porter certaines actions dans la suite. L'indice linéaire de perte en réseau est passé de 4,89 à 5,57 m3 par kilomètre et par jour. Ça ne parle pas comme ça représente plus de 93 000 m3 d'eau par an. Les branchements en plan, fin 2012, il en restait un. Renouvellement de réseau annoncé par l'ASSOR de l'année N-4 à aujourd'hui 0%. Et le prix est passé de 1,73 €, je parle du mètre cube bien sûr, à 1,74 €. Au niveau des travaux qui sont préconisés, on en a retenu surtout un au niveau de la rue Saint-Exupéry où il existe 2 poteaux incendies qui n'ont de toute évidence pas le débit requis. Les branchements, plus de 95% des branchements sur la commune consomment moins de 200 m3 par an, propriétaires, petits propriétaires. Les compteurs, plus de 67% ont plus de 10 ans, chiffre important à retenir parce que les biens de reprise sur la commune correspondent aux compteurs des abonnés. Au niveau des réclamations, tout va bien. 0 réclamation en 2012, soit le service de l'ASSOR est un service qui est extrêmement efficace, soit la hotline n'a pas répondu. À savoir qu'en 2011, il y avait eu 21 réclamations. Au niveau des analyses qui ont été faites sur l'eau, au niveau de l'eau brute, on sait qu'elle est très dure et minéralisée. Au niveau de l'eau de distribution, 100% des prélèvements se sont révélés conformes. Il faut savoir que les sulfates sont particulièrement surveillés parce qu'ils affleurent la limite maximale. Ils sont cependant toujours restés en dessous de cette limite. L'équilibre calco-carbonique montre que l'eau est incrustante. On l'avait déjà signalé la dernière fois. La référence de qualité n'est pas respectée. L'eau traitée ne correspond pas aux critères de l'arrêté de janvier 2007. Pour la rendre moins incrustante, il faudrait donc un traitement par acide sulfurique, quelque chose qui est tout à fait commun. L'eau distribuée, quant à elle, est conforme à 100%, dans 100% des prélèvements, que ce soit au niveau bactériologique ou biochimie. Pour les interventions qui ont été faites sur le réseau, donc les fuites sur conduite, il y a eu 14 interventions, aucun tiers en cause, et les fuites sur branchement, 10 interventions, aucun tiers en cause, rupture de matériel. Le compte annuel de résultats d'exploitation qui avait été annoncé en 2011 à moins 39 000 € est annoncé en 2012 à moins 51 370 €, chiffre qu'il faut sans doute prendre avec quelques précautions. Au sujet des factures, globalement, les abonnements ont augmenté de 2,45%, et au niveau de la facturation consommation, elle a augmenté de 0,32%. Par contre, quand on regarde ça dans le détail, la part communale, elle est restée stable, la part de l'ASSOR a augmenté de 0, je parle du mètre cube, d'accord, de 0,66 à 0,68. L'agence de l'eau a continué à prélever à hauteur de 0,06. Par contre, la redevance contre la lutte pour la pollution est passée de 0,43 à 0,42. Les seuls qui ont augmenté leur prélèvement, si je peux me permettre, c'est l'ASSOR. Voilà pour les chiffres clés du réseau eau potable. Merci Jean-Jacques. Gros travail, on a l'habitude que la commission produise un travail très affiné, très précis, donc merci au vice-président en charge de ces questions et merci au commissaire bien sûr. Y a-t-il des questions, des remarques? Lionel? Parmi tous ces chiffres, j'en ai noté un, c'est celui que l'ASSOR n'arrive pas à équilibrer ses comptes sur la ville de Geuf. D'accord, je suis bien noté. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres sous-entendus? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au rapport d'activité du syndicat Ornaval, puisqu'on nous présente un rapport, nous n'avons pas à l'adopter, ou c'est un rapport dont on prend acte après qu'on en ait débattu. Bien, sur le syndicat Ornaval, Jean-Jacques. Alors là aussi pour démarrer, donc le syndicat ex-SIAOA s'est doté depuis quelque temps de la compétence eau potable. Quelques chiffres rapidement, plus d'1 900 000 m3 d'eau usée traitée. Le prix de l'assainissement, il est de 1,66 € hors taxe, il est stable depuis 2010. Au niveau du réseau géré, entretenu par le Ornaval, il y a 204 km de réseau unitaire.
En ce qui concerne Geoff, ça représente 49 km, dont 24% de ce réseau-là. Au niveau de la collecte d'eau usée, il y a 12 km. Geoff ne représente que 0,88% de ces 12 km. Et au niveau de la collecte des eaux pluviales, cela représente 32 km et Geoff elle-même représente 11% de ces 32 km. Le curage préventif a concerné 31 km, qui est en baisse de 26% par rapport à l'année dernière, mais ça représente quand même 16% du réseau global. Le curage curatif, lui, a été effectué sur 1,3 km, en baisse de 38% par rapport à l'année d'avant. Ça représente 0,5% du réseau. Donc, de toute évidence, le préventif porte ses fruits parce qu'on est obligé de moins curer en curatif. La capacité de la station, je le rappelle, parce qu'elle n'a pas changé depuis l'année dernière, par temps sec, elle est de 34 000 équivalents habitants, et par temps pluvieux de 51 000 équivalents habitants. Hors naval, c'est 10 communes, 7 en Meurthe-et-Moselle, 3 en Moselle. Le personnel, c'est 11,4 équivalents temps plein. Et pour notre ville, 99,5% de la population est raccordée. Le nombre d'abonnés a oscillé en hausse de 1,26% et les volumes facturés de 1,87%. L'assainissement collectif. Je parle de la totalité du syndicat. Le nombre d'habitants desservis, c'est 28 800 habitants. La quantité de boue issue des ouvrages, elle est stable à 433 tonnes. Le pourcentage de boue issue des ouvrages d'épuration évacués vers les filières conformes à la réglementation, c'est 100%. Pour ça, le pourcentage de desserte par les réseaux de collecte des eaux usées, c'est 98%. Les abandons de créances sont en hausse de 11%, représentent 10 000 euros sur la totalité du chiffre. Elles étaient à 9 000 l'année dernière. Le nombre de points nécessitant des interventions fréquentes de curage, c'est 3 points au 100 km, c'est stable par rapport aux années précédentes. Le pourcentage moyen de renouvellement de réseau de collecte des eaux usées, 1,33. Et le taux de réclamation, là, c'est plus de 16%. Au niveau de l'assainissement non collectif, qui concerne environ une population estimée à 381 habitants, le pourcentage de conformité des dispositifs est de 22%, et sur Geoff, ça représente environ 11 abonnés. Au niveau de la station, il y a une augmentation du volume d'eau brute reçue de près de 10%, avec une augmentation de la pluviométrie de 4%. Le volume moyen traité représente 49% de la capacité par temps sec et 24% de la capacité de la station par temps de pluie. Les rendements, quant à eux, sont tout à fait satisfaisants, avec 95% pour les matières carbonées, 98% pour les matières particulières, 86% pour le traitement du phosphore et 85% pour le traitement de l'azote. Tout ceci est conforme au décret interpréfectoral de mai 2004 et de juin 2007. En ce qui concerne les sous-produits issus de la station, les boues sont stables. Par contre, les sables de station sont en augmentation de 250% et le refus de dégrillage sont, eux, en augmentation de 33%. Savoir que tout ça a un impact parce que c'est éliminé vers les centres de déchets ultimes. En ce qui concerne les eaux pluviales, je vous rappelle que le calcul s'effectue à raison de 1/4 en fonction de la population, 1/4 en fonction du nombre de collecteurs, 40% en fonction des avaloirs et 10% de part fixe. Pour Geoff, l'augmentation a été sur l'année de 8%. Au niveau des finances, je rappellerai juste le fonctionnement qui dégage un bénéfice de plus de 363 000 euros en investissement de plus de 800 000 euros. Avec les reports des années N-1, le résultat cumulé, il est à plus de 2 400 000 euros. Voilà pour les chiffres. On entend le sérieux, la précision, le gros travail. Une présentation comme celle-ci requiert un gros travail, personnel et collectif. Peut-être le président du syndicat a-t-il quelques éléments à ajouter? Oui. Merci d'abord. Merci au travail de la commission qui est impressionnant. Oui, quelques précisions, plus que des chiffres. Une précision, c'est le tarif stable sur l'assainissement à 1,66 € depuis 2010, en fait depuis juillet 2010, puisque avant il était à 1,87 €, donc il a baissé d'un peu plus de 20 centimes depuis que nous sommes passés en régie. Ça mérite d'être précisé quand même, et depuis il est stable et il devrait être encore stable, voire en baisse dans les années à venir. Les 9 000 euros et 10 000 euros d'abandon de créances, en fait, le rapport est normé et il s'agit en fait des financements de l'aide qu'on apporte à la coopération décentralisée et entre autres l'action qui est financée par l'agence de l'eau à travers ISS, donc l'assainissement à Cassac Nord.
que vous connaissez tous bien. Voilà, c'est pas des abandons de créances. Nous sommes en train aujourd'hui à Ornaval de mettre la facturation en place. Il y aura peut-être à la suite des chiffres en face des abandons de créances proprement dites. Le sable, les tonnes de sable, c'est pas vraiment des déchets ultimes puisqu'on les amène dans un centre de tri qui recycle en fait, qui sépare les bouts du reste et qui recycle le sable. Les tonnes de dégrillage, là, on est victime de ce que les gens jettent dans le réseau d'assainissement qui ne devrait pas y être. Type lingette, aujourd'hui, il y a une publicité mensongère sur les lingettes dites biodégradables. C'est une grosse fumisterie. Elles sont peut-être dites biodégradables, mais au bout de combien de semaines, combien d'années, alors qu'en quelques heures, en quelques jours, on ramène l'eau usée du point le plus éloigné du réseau à la station. Donc ces lingettes, c'est vraiment un fléau, ça bloque nos pompes, ça bloque. C'est vraiment une calamité. Vas-y, René. L'augmentation du sable, 250%, c'est dû particulièrement à une météo défavorable, ce qui est évacué des routes, c'est parce que je trouve que c'est comme très important, 250%. Non, c'est le curage du réseau, en fait. On récupère ce qui est dans le réseau, donc plus on est de plus en plus performant sur les points noirs, donc on sait où aller chercher les zones d'ombre. Voilà. Okay. On récolte un peu plus de sable. Okay. C'est le revers de la médaille. C'est récupérable le sable? Le sable, il est valorisable. Aujourd'hui, on a mis en place une zone de dépotage de notre camion sur la station. Elle est créée, on a attendre de la benne, mais aujourd'hui, il faut que la benne aille vider sur certains sites qui en fait recyclent ce sable. D'accord, merci. D'autres questions? Je veux mettre en exergue le fait que sur tous les rapports d'activité, nous avons réservé de nombreuses heures de réunion de notre conseil municipal, mais un nombre d'heures encore plus conséquent dans les commissions, en particulier celle animée par Jean-Jacques, mais ce n'était pas la seule. Je souligne parce qu'il est rare qu'un conseil municipal réserve autant de temps, fasse autant d'efforts, pour que sur chaque structure intercommunale, nous portions un regard complet, lucide. Et donc, moi, je m'en réjouis parce que c'est un effort qui est légitime, relativement normal, mais peu assumé. Donc, je suis, moi, satisfait que ce soit le cas pour notre conseil municipal. Merci à nouveau de l'intervention de Lionel, merci de Jean-Jacques, merci à Lionel. Dans sa présidence, nous savons qu'il y a eu des décisions audacieuses et politiquement avérées, qui ont conduit en particulier à ce passage en régie qui a eu les impacts positifs qui ont été signalés à l'instant. C'est aussi cette expérience-là, cette histoire-là, qui nous a permis d'envisager le franchissement du Rubicon. J'y reviendrai tout à l'heure. On continue. Je vais passer la parole à notre directrice générale pour le rapport sur le prix et la qualité du service public eau. Depuis 2007, un décret oblige les maires à établir un rapport annuel sur la qualité des services publics et sur leur prix. Donc, à Jeuf, il s'agit de l'eau et de l'assainissement. Donc, forcément, les informations qui sont recueillies sont celles qui ont été piochées dans le rapport de la SOR pour l'eau et de l'Ornaval pour l'assainissement. Donc, je ne vais rien inventer. Et les informations que je vais vous donner vont être redondantes par rapport à ce qui a été dit. Je vais survoler rapidement puisque tout a déjà été dit. Donc sur l'eau, on sait qu'à Jeuf, il y a les compétences liées au service que sont la production, la protection du point de prélèvement, le traitement, le transfert, le stockage et la distribution. C'est une délégation de service public de type affermage qui se termine le 31 décembre 2013 avec la SOR, dont la mission exacte du prestataire est ainsi libellée, assurer en permanence la fourniture de l'eau potable à tous les abonnés en quantité et en qualité.
Ce service dessert 6 937 habitants, dont en fait 3 070 abonnés. Le service public d'eau potable prélève 379 330 mètres cubes et 100% de ces mètres cubes prélevés proviennent des eaux souterraines, donc au puits de Haropré. Et la nature de la ressource, c'est la nappe alluviale. Ensuite, un schéma de mise en œuvre dans le cycle de l'eau potable figure page 7. Donc ce schéma résume bien tous les chiffres qui ont déjà été évoqués, avec une production de 391 000 mètres cubes, une importation de 1309, une exportation de 8 698 nous donne un volume mis en distribution de 383 000 mètres cubes. Ensuite, nous avons le volume autorisé, consommé autorisé, qui est de 289 923. Et donc, si on déduit ce volume consommé du volume mis en distribution, ce sont les fuites et les essais, etc. dans les conduites, ça nous amène à des pertes de 94 000 mètres cubes. 76% de rendement, le chiffre a été donné tout à l'heure. Nous avons les consommations comptabilisées 287 000, les consommations sans comptage 0 mètres cubes et des volumes de service 1996 mètres cubes. C'est très technique, mais bon, il faut l'évoquer. Il y a 3 relais de désinfection, un à Arly, un à Montois, le type de traitement et l'eau de Javel. Donc le Siegvaux et le Soiron sont 2 fournisseurs qui peuvent donc agir sur la ville. Le Siegvaux agit sur la rue de la Taie. Le Soiron n'agit pas pour l'instant, mais il y a une conduite de secours qui peut être utilisée un jour ou l'autre s'il y avait un besoin. Donc le service exporte à Briey, donc principalement sur Brouchetière. Ça a été dit également. Le linéaire du réseau de canalisation d'eau est de 45,89 km. Ensuite, passons à la part tarification, page 10. Donc la surtaxe de l'eau qui a été votée la dernière fois en 2002 pour être appliquée en 2003 n'a pas bougé, 0,2536 € le mètre cube. C'est la surtaxe prélevée qui revient à la commune. C'est la seule recette sur le budget communal de l'eau. De son côté, l'Assor prélève 0,6784 € le mètre cube, donc ça a été augmenté comme chaque année. Et l'Assor prélève également l'abonnement, qui est de 27,75 cette année par rapport à 27,07 l'an dernier pour 1 an. Ensuite, nous avons des prélèvements effectués par l'agence de l'eau, 0,0645 pour le prélèvement sur la ressource eau, et la pollution domestique, 0,42, donc celle-ci a diminué, cela a été dit tout à l'heure. Sur une facture type de 120 mètres cubes eau, c'est en quelque sorte la référence, cette consommation-là, donc abonnement plus tous les autres frais. Cela nous donne au 1er janvier 2013, une facture totale pour 120 mètres cubes TTC de 208,61 €. C'est ainsi que l'on compare ensuite avec les autres communes, etc. C'est ce chiffre-là qui est comparé. On verra tout à l'heure dans le rapport sur l'assainissement où nous avons le total par ville, par eau, par assainissement pour avoir la facture, ce que représente précisément la facture eau plus assainissement, parce que là on ne parle que de l'eau. Ensuite, nous avons des informations sur le budget communal, puisque certes l'Assor est délégataire du service de l'eau, mais la commune assure une partie des dépenses et des recettes. Donc les recettes de vente d'eau aux usagers, donc qui n'est représenté que par la surtaxe communale, je l'ai dit tout à l'heure, en 2012, ça représentait un peu plus de 75 000 €. La seule recette pour la ville concernant l'eau. Et c'est donc avec cela qu'elle doit faire des travaux. Tandis que les recettes de l'exploitant, c'est-à-dire de l'Assor, en 2012, étaient de 493 616 € pour gérer le service.
Nous avons évoqué les analyses sur la qualité de l'eau, donc 100% dans le domaine microbiologique et physico-chimique. Le rendement, donc a baissé, ce qui semble un peu étonnant, puisque en général, en fin de contrat de délégation, les délégataires s'arrangent toujours pour montrer une amélioration du rendement, pour montrer qu'ils ont bien agi. Au cours des 5 dernières années, 2,04 km de linéaire de réseau ont été renouvelés, donc sur les 49 km. Il restait 23 branchements en plomb en 2011, il n'en reste plus que 1. Fin 2012, nous sommes en 2013, il n'en reste plus aucun. C'était d'ailleurs très très peu par rapport à d'autres communes qui ont des centaines et des centaines de branchements plomb et qui devaient se conformer à la loi qui dit que d'ici, je crois, fin 2013, tous les branchements plomb doivent avoir disparu. Montant financier des travaux engagés par la ville en 2012, 180 200 €. L'encours de la dette au 31 décembre 2012 est de 237 513 €. Le remboursement en capital sur 2012 était de 9 386 € et de 8 306 pour les intérêts. Les amortissements liés donc à tous les travaux effectués les années passées représentent 67 000 € dans le budget de la ville. Les actions de solidarité et de coopération décentralisée dont parlait Lionel Gérard tout à l'heure, il n'y en a eu aucun fait par la SOR. Et à la fin du rapport, vous avez le document qui constitue le rapport annuel de l'agence de l'eau, que vous pouvez lire et qui explique un peu en quoi l'agence de l'eau intervient dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Bien. Merci Anne-Hélène. Redondance et en même temps complémentarité dans l'analyse, dans les constats faits. Et en même temps, Anne-Hélène a souligné, vous l'avez sans doute remarqué comme moi, par quelques petits traits bien placés, quelques aspects saillants et de la qualité de notre action et évidemment des résultats obtenus. Lionel, tu voulais faire un commentaire? Juste une question. Jean-Jacques évoquait tout à l'heure le fait qu'on se rende compte qu'il y a une augmentation de la vente de l'eau à l'extérieur et ça concerne principalement Brochtière. Je voulais savoir si on retrouve des traces dans le rapport de la SOR de cette augmentation de la vente de l'eau. Bien sûr, et les exportations, c'est exclusivement sur Brioude. C'est pas essentiellement, je veux dire, ce qui est exporté, mais on n'a pas de traces. C'est simplement qu'ils ont consommé plus. Mais non, on est bien d'accord, c'est le bluff que l'on vend pour l'alimentation de l'eau. Donc est-ce que financièrement... C'est dans la surtaxe perçue par la ville. C'est des facturations comme les usagers bénéficiaires. Donc ça vient diminuer la baisse de 5% de ce qu'on a pu constater sur nos recettes. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autres remarques? On examine... Oui, c'est peut-être mieux. On examine le rapport sur l'assainissement. Là aussi, assez succinctement. Donc là, ça va être encore plus redondant. Parce que la seule information, puisque la compétence est totalement déléguée au syndicat d'assainissement, donc forcément, les informations que nous en retirons sont des informations qui sont extraites totalement du rapport du syndicat. Donc moi, je vais me borner, si vous le permettez, à évoquer uniquement la question jovicienne. Les grandes lignes ont été tout à l'heure évoquées par Jean-Jacques Gottigny. Donc, page 13, Jeuf, le réseau unitaire en mètres linéaires représente 48 km. Sur les eaux pluviales, 3663 mètres linéaires. Les eaux usées, 104 mètres linéaires. Le refoulement, 1546, soit un total de 54 117 mètres linéaires.
Ensuite, les installations, les ouvrages à Jeuf. Il y en a rue Clémenceau, rue Gargan, rue de Ravenne, au stade Sainte-Anne et sous les Roches. Nous avons deux bassins de retenue de pollution, un de 5000 m3, un de 800 m3, 16 déversoirs d'orage et 658 avaloirs. Page suivante, la population raccordée, donc 6905 au total, 11 abonnés, 11 ménages qui relèvent de l'assainissement non collectif, ce qui représente 33 personnes, soit 0,5% de la population. La population raccordée à la station d'épuration est de 6872 âmes, soit 99,5% de la population. Les abonnés, 3099, une hausse de 1,26% par rapport... Non, pardon, 3052 en 2011, une hausse de 1,26% par rapport à 2011. Ensuite, les volumes facturés. En 2012, 296 909, soit une hausse de 1,87 par rapport à l'an précédent, à l'année précédente. Alors que la tendance était plutôt à la baisse, là, ça a un petit peu remonté. La contribution eau pluviale, Jean-Jacques Gottigny a évoqué tous les critères, les critères, voilà, qui donnent le chiffre de 38 759 € pour la contribution 2012. Cette contribution qui est encadrée par la réglementation européenne et qui doit atteindre un minimum non encore atteint aujourd'hui. Sur les travaux, donc en 2012, pas de travaux sur la ville de Jeuf. Par contre, en 2013, et cela figure dans le programme pluriannuel, il y a eu le poste de relevage de Ravenne, vous savez, juste avant le pont de l'abattoir, pour 177 926 € hors taxe. Et enfin, la facture, qui regroupe l'eau et l'assainissement. Donc une facture au 1er janvier 2012, totale pour 120 m3 hors taxe, là je donne un chiffre hors taxe, 433,80 €. Et au 1er janvier 2013, toujours en hors taxe et toujours pour 120 m3, 429,81, soit une réduction, une diminution de la facture eau. Et sachez que sur les 10 communes qui sont adhérentes au syndicat d'assainissement, Jeuf est la 4e en termes de meilleurs tarifs. Et ensuite, vous avez la description de tout le réseau du syndicat Ornaval, pour terminer. Merci. Bien. Lionel, tu voulais faire un commentaire supplémentaire? Ok, merci pour ce rapport. Quelques commentaires. D'abord sur la facture. Le coût de l'assainissement est le même sur les 10 communes. Les variations de tarifs se font uniquement sur l'eau. Le coût de l'assainissement est le même sur les 10 communes du syndicat. Donc ça, c'était une précision. L'autre précision, c'est sur les travaux à venir. Travaux à venir, c'est le collecteur le long de la rive de l'Orne à Jeuf, qui suit le poste de relevage qui vient d'être réhabilité. Nous sommes enfin tombés d'accord avec l'agence de l'eau sur quel était le bon montant pour l'agence de l'eau du financement de ce collecteur. Donc nous sommes passés de 60 000 € à un peu plus de 300 000 €. Nous allons pouvoir réhabiliter ce collecteur. Donc dans les ouvrages du syndicat sur le territoire jovicien, il va y avoir quelques déversoirs d'orage qui vont être supprimés, puisque tous les déversoirs d'orage, ils sont au nombre d'une dizaine, qui sont le long de la rive de l'Orne, vont être supprimés en même temps que la réhabilitation de ce collecteur. Précision importante. Ça fait longtemps que le syndicat travaille à faire que l'agence de bassin modifie évidemment son approche de ce dossier. Important dossier. Et donc des travaux qui seront conséquents, hein, puisqu'il s'agit d'un collecteur important. Et donc, qui seront faits en lien avec la ville de Jeuf. J'allais le dire. Le cadre est à préserver, hein, le cadre est agréable et à préserver. C'est ce que j'allais dire, nécessité d'un travail en étroite relation et évidemment l'intention déjà affichée par le syndicat de nous rendre
un résultat qui soit au moins, je dis au moins parce que je suis sûr que ce sera plus que cela, qui sera de meilleure qualité que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, on ne peut que se réjouir de l'ensemble. Merci à nouveau Anne-Hélène pour la qualité de son travail et sa présentation. En même temps, vous le sentez bien, sur ces questions hautement sensibles, nous atteignons, je le crois, un très haut niveau d'intervention, de maîtrise de ces sujets, ce qui sans doute, et j'en viens à la question qui nous intéresse, c'est la question principale de ce conseil municipal, puisque dans le point que nous examinons maintenant, nous allons évoquer le transfert de compétences de l'eau potable en direction du syndicat Ornaval. Je suis très fier, il n'y a pas d'autre terme, très fier, que nous en soyons à ce stade. Ça marque incontestablement le franchissement d'un seuil qualitatif dans notre approche globale de ces questions et en même temps l'affirmation très nette d'une volonté politique, celle qui consiste à considérer que l'eau ne doit pas être traitée comme une marchandise, comme trop malheureusement c'est le cas dans bien des domaines. L'eau est d'abord un bien commun. Nous mesurons de plus en plus les uns et les autres qu'il s'agit d'un bien précieux, qu'il faut préserver, qu'il faut bien entendu défendre, et dont l'usage, dans la circulation, dans l'utilisation, doivent relever de règles communes qui nécessitent évidemment des efforts d'explication, une maîtrise des coûts, puisque évidemment il faut absolument assurer l'accès de tous à l'usage de l'eau. Je le dis parce que nous savons que ça peut ne pas être le cas et que notre responsabilité, notre devoir moral et évidemment l'engagement politique qui est le nôtre nous conduit à tout faire pour que ce soit systématiquement le cas. Je serais tenté de dire ici et ailleurs. Je vous en prie. Ici et ailleurs. Et donc, nous avons délibéré en février, je crois que c'était en février dernier, sur un principe, celui d'envisager la gestion publique de notre ressource en eau. Nous avions établi ce principe pour ouvrir la voie à une exploration plus fine, plus complète des hypothèses que cela ouvrait. Nous en venons aujourd'hui à la considération que nous portons sur le travail autour des hypothèses qui avaient été évoquées à l'époque, c'est-à-dire le transfert de notre compétence au syndicat Ornaval qui lui-même s'était doté l'an passé de la compétence eau. Ce soir donc, il s'agit pour nous, et je vais proposer au conseil municipal, de confirmer son choix politique, un choix politique majeur. Oui, il s'agit bien que la puissance publique maîtrise totalement l'alimentation en eau potable de notre population. Nous pouvons le faire, je le pense, sereinement, parce qu'il y a eu un travail technique en amont extrêmement détaillé et précis, éclairé par les demandes formulées par la ville, qui ont permis évidemment aux syndicats de produire les résultats dont nous disposons, et en même temps un travail avec notre conseil juridique sur un document. C'est le point qui suit, et je évoque les deux en même temps, ce qui m'évitera de revenir sur la présentation de l'un et de l'autre, d'une convention portant sur la définition des objectifs affichés par le syndicat et acceptés par la ville concernant les règles ou les critères de gestion qui nous semblent relever d'une démarche de partenariat très fort entre le syndicat et la ville. Cette règle est relativement simple et en même temps extraordinairement ambitieuse.
extraordinairement ambitieuse. Hein. Je vous demande d'en prendre la mesure, puisque le syndicat et la ville disent dans ce document, pour résumer, mais vous avez ce document entre les mains, le syndicat s'engage à ne pas aller au-delà de l'augmentation de l'inflation sur les années qui viennent jusqu'en 2017, je crois. 19, pardon. Ne pas aller au-delà du niveau d'inflation. Ça veut dire qu'il peut aller en deçà. Je le souligne parce que ça a été rédigé de telle sorte que nous disions au-delà du plafond là duquel il ne s'agit pas d'aller, et ce plafond est extrêmement mince, extrêmement réduit, mais il n'y a pas de plancher. Donc c'est une règle évidemment qui nous convient parfaitement, puisque jusqu'à présent nous n'étions pas sur cette vision linéaire de la situation. Et cela garantit, merci. Le soleil me faisait de l'œil. Merci. Nous n'étions pas sur ce schéma, et pour notre population, c'est évidemment une garantie tout à fait appréciable. D'autant qu'il y avait nécessité, pour notre ville, d'assurer évidemment des investissements qui auraient, si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas sollicitation d'une solution comme celle que nous préconisions, il aurait fallu envisager une réévaluation, évidemment, du prix de l'eau. Juste je vais te laisser. Vas-y. Non, vas-y. Je te laisserai la parole, mais juste. Ah non. Allume. Voilà. Quelques précisions. Aujourd'hui, rien que le calcul, la formule de révision des coûts de la SOR fait que l'augmentation globale de l'eau, elle est supérieure à l'inflation aujourd'hui. Sans que, et Jean-Jacques l'a répété tout à l'heure, la part qui revient à la ville de Geoff n'a pas augmenté depuis 2002. Nous avions une augmentation en 2002, depuis nous n'avons pas augmenté, et malgré tout, la formule mathématique, l'abonnement et la formule de révision des prix fait que c'est supérieur à l'inflation. Donc ce qui est dit dans la Convention, c'est que l'augmentation liée à l'inflation, c'est un maximum. Ornaval s'engage sur cette hypothèse-là, parce que les analyses et les études qui ont été faites pour cette prise de compétence nous disent qu'on peut faire mieux. Voilà. Ça renvoie au sous-entendu de tout à l'heure, ce qui devient maintenant un surentendu. Voilà. Mais je termine simplement en disant à nouveau que lorsque nous prenons ces précautions et que nous disons à notre population le prix de l'eau par rapport aux villes de notre bassin meurthe-et-mosellan, nous sommes dans l'une des villes où le prix de l'eau est le moins cher. Nous disons que dans les années qui viennent, il n'augmentera pas plus que le taux de l'inflation, c'est-à-dire que nous serons très en deçà de ce qui se pratique actuellement et ce qu'on rencontre par ailleurs. Nous disons que nous pouvons le faire parce qu'il y a gestion publique. Je parlais d'actes politiques majeurs, c'en est un. C'est un choix délibéré. Ce n'est pas rien, même si on sent bien dans le pays une certaine tentation d'aller dans cette direction. Ici, nous ne sommes pas tentés, nous le faisons, parce qu'il y a de la conviction derrière. Et si cette décision doit permettre de faire que les villes voisines, qui, comme nous, seraient prêtes à faire ce choix, que cela conduise à un tarif de l'eau qui tendrait à une harmonisation, celle-ci pouvant conduire à une diminution de leur propre prix de l'eau, je serai le premier à m'en réjouir. Tout simplement parce que nous faisons cela à l'aune des convictions que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, oui, Geoff est en train de prendre une décision forte pour sa population pour les années qui viennent, mais elle prend aussi une décision qui aura un impact, sans doute, je l'espère, sur le prix de l'eau de l'ensemble des villes voisines. Donc je voulais aussi le souligner parce que c'est tout de même quelque chose d'assez original et qui mérite d'être relevé. Lucien. Encore une petite précision sous-entendue de tout à l'heure. On voit bien que dans la délibération qu'on va prendre, on met un terme à la DSP qui nous lie avec la SOR. Ceci dit, on rend service à la SOR,
puisque du même coup, elle annonce 2 années de suite des pertes, et ben voilà, ce ne sera pas une 3e année. On peut le voir sous cet angle. Aussi que le fait que Geoff délègue sa compétence eau à Ornaval va faire, dans le cadre de la mutualisation des services, du rôle de directeur, des coûts de direction, de gestion financière, baisser le coût de l'assainissement sur l'ensemble du territoire. Lucien. Oui, moi je voulais rappeler que lors de la séance du travail du conseil municipal le 31 janvier, qui amenait à réfléchir sur cette question combien importante du transfert des compétences de l'eau d'un service privé à un service public, je me posais beaucoup de questions. En ce qui me concerne, je me posais beaucoup de questions, et j'avais demandé ce soir-là au syndicat, puisque c'est lui qui va avoir les compétences. Donc j'avais demandé à Ornaval de nous fournir un peu plus de détails, surtout sur les chiffres, en ce qui concerne la finalité du prix de l'eau pour l'ensemble des Joviciens. Ma question a été apparemment entendue, et plus qu'apparemment, puisqu'on a eu une longue discussion avec Lionel, ou en aparté avec Lionel, mais aussi en commission des finances. On a eu une longue discussion. Lionel a apporté toutes les garanties nécessaires, le syndicat a apporté toutes les garanties nécessaires pour qu'on puisse aller dans cette direction. Aujourd'hui, évidemment, je me réjouis que la ville fasse cette démarche et qu'on engage ce processus qui sera, à mes yeux, un processus irréversible, parce que on va dans le bon sens. C'est pas seulement pour la ville de Geoff, André vient de le dire, c'est pas seulement pour la ville de Geoff, c'est, je pense, pour toutes les communes autour de Geoff, enfin toutes celles qui font partie du syndicat ou qui seront appelées demain à intégrer le syndicat, que les choses vont aller dans le bon sens. Voilà. Y a-t-il encore questions, remarques, interventions? Ça a été dit, hein, il y a eu beaucoup de travaux effectués avant qu'on en vienne là. Hein. On ne rentre pas dans le détail, hein, vous savez bien, je l'ai déjà dit. Le conseil municipal n'est pas là pour refaire le travail de ces différentes commissions. S'il n'y a plus de demandes et de questionnements, je vous propose de procéder au vote. Vous le savez, j'ai l'habitude de procéder à un vote positif sur les questions très importantes. Donc je vais vous demander de vous prononcer favorablement pour le transfert de compétences de l'eau potable au syndicat Ornaval. Qui se prononce favorablement? Merci. J'ai l'impression qu'on est unanime, je le vérifie. Y a-t-il un vote contre? Y a-t-il abstention? Ce n'est pas le cas. Je me réjouis évidemment de cette belle unanimité. Cela ne donne que plus de force encore à l'intention posée et à l'acte que nous venons évidemment d'écrire ensemble. C'est un moment, encore une fois, important pour l'histoire locale et l'histoire du bassin. Je me réjouis, je répète ma fierté d'animer, de diriger un conseil municipal qui est en mesure de prendre ce type de décision. Le point 1.6, je n'y reviens pas, je l'ai présenté, c'est la convention entre la ville et le syndicat Ornaval qui dit le cadre dans lequel est envisagé ce partenariat. Vous l'avez reçu. Y a-t-il des questions complémentaires sur cette convention? On aurait pu l'appeler une charte, puisqu'elle dit les intentions et les principes de gestion. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est logique, puisque le premier vote entraîne pratiquement le second. Donc je vous remercie. Le point 7, toujours sur cette question. Dans les statuts du syndicat, après que ces statuts aient été modifiés, lorsque le syndicat a pris la compétence eau, il était prévu qu'en fonction des villes, c'est une compétence optionnelle. Toutes les villes du syndicat ne sont pas concernées. Potentiellement, elles pourraient l'être, si elles l'étaient du point de vue de leur réseau. C'est-à-dire que toutes les villes qui le souhaiteraient pour des raisons objectives seraient en capacité de décider de prendre l'option. Évidemment, à condition... Oui, à condition que leur intérêt
les y conduisent. Mais c'est optionnel parce que, bien entendu, le syndicat qui couvre, on l'a dit tout à l'heure, une dizaine de villes sur des bassins différents, la plupart d'entre elles sont déjà organisées au plan de la distribution de l'eau. Il ne s'agit pas, ni pour le syndicat, ni pour la ville, de dire à toutes celles-ci, vous seriez mieux dans une autre configuration. Personne n'est habilité à dire ça à qui que ce soit. Et les choix faits par ces villes sont évidemment, à mes yeux, pratiquement logiquement les bons. Donc c'est une compétence optionnelle. La ville vient de décider à l'instant d'accéder à cette compétence. C'est la première ville à le faire. Il se peut que dans les mois qui viennent, d'autres prennent la décision. À chaque fois qu'une ville décidera de transférer sa compétence, elle aura à désigner un ou une déléguée qui sera en lien avec le président en responsabilité de la gestion de l'eau et non pas de l'assainissement. Je précise pour que chacun ait bien ses règles à l'esprit. Donc il s'agit pour nous maintenant de désigner un représentant de la ville qui sera, au titre de la commune, membre du syndicat pour la compétence eau, sur l'option eau. Veiller à la bonne exécution de la convention. Absolument, bien entendu. Donc, si nous envoyons un délégué avec cette responsabilité importante, c'est pour qu'en lien étroit avec le président, il y ait un travail qui s'inscrive dans les logiques qui ont été rappelées tout à l'heure. Et compte tenu du propos tenu, il est inutile de souligner encore l'importance très forte de ce domaine. Je vous propose que ce soit Nadine Oreillard qui assure cette représentation de notre ville au sein du syndicat Ornaval pour la compétence eau. Je fais cette proposition en lien étroit avec Jean-Jacques Gottigny, en charge de la compétence développement durable, et en lien étroit avec Lionel Girard, qui double casquette, mon premier adjoint, chacun le sait, mais le président du syndicat Ornaval. Et donc c'est dans cette triangulation, si vous permettez ce terme, que la réflexion a été conduite et nous a amené à proposer que Nadine, qui est par ailleurs membre de la commission développement durable, animée par Jean-Jacques, soit en charge de cet important dossier. Je suis convaincu qu'elle le fera avec beaucoup d'abnégation et de compétences. Et évidemment, elle le sait, je lui ai dit. Je ne suis pas en train de lui mettre la pression, mais un gros travail, tellement le dossier est à la fois complexe, sensible et essentiel évidemment au quotidien de nos administrés. En tout cas, je lui redis ici mon entier soutien et mon entière confiance, évidemment, pour assumer. Et je crois pouvoir dire que c'est le cas pour les deux amis que je viens de citer, mais je pense aussi pouvoir le dire au nom du conseil municipal. Lionel a raison de rappeler que nous avons 2 délégués, comme toutes les autres villes, au syndicat Ornaval. Les autres délégués, c'est-à-dire Lionel et Édouard, en charge de la dimension assainissement, Nadine étant la 3e déléguée, mais uniquement en charge de la question de l'eau. Donc je dis cela parce qu'au sein du syndicat Ornaval, elle ne s'exprimera que sur les affaires ayant intérêt commun entre l'assainissement et l'eau, aucunement sur les questions d'assainissement, et sans le reste du comité syndical, mais en lien avec le président, sur les questions concernant l'eau. Évidemment, notre conseil municipal sera tenu très informé de l'évolution de ce dossier. Voilà la proposition que j'ai à vous faire. Y a-t-il besoin d'échanger sur le sujet ? Je vous propose là aussi un vote positif qui se prononce favorablement pour la candidature de Nadine. À l'unanimité, moins une voix, puisque je n'ai pas vu la main de Nadine se lever. Tu votes pour toi, parce que je pense que même lorsqu'on est concerné, il faut se prononcer. Bien, ça fait une belle unanimité, Nadine, c'est la confirmation de ce que je disais, la confiance du conseil municipal. Vous voyez, Jean-Jacques. Nadine, on se connaît depuis qu'elle siège à la commission développement durable. Je me réjouis complètement de sa nomination.
On connaît ses qualités de rigueur, son engagement, on connaît son sérieux et la volonté de faire avancer les choses. Je suis sûr que ça sera un excellent représentant de la ville qui saura défendre, bien sûr, au maximum nos intérêts, mais aussi au maximum les intérêts de toute la population de la vallée. Merci. Bien, on va arrêter parce qu'elle va finir par rougir quand même. Et ce ne sera pas un coup de chaleur, hein, même si fait chaud. Merci. Allez, on continue. L'avenant avec la société SOR, dans l'absolu, il y a transfert de compétences et il y avait transfert aussi immédiat, de facto, de l'ensemble des conventions qui nous liaient, mais il est sans doute préférable de pousser l'avantage jusqu'à adopter un avenant qui dit clairement les choses. Et donc je vous propose d'avenanter le contrat d'affermage que nous avons avec la SOR, puisque nous dirons dans cet avenant évidemment le transfert. Et Anne-Hélène est complètement dans son rôle, elle est à droite du maire et elle lui souffle à l'oreille quand il oublie un petit élément qui en l'occurrence n'est pas un petit élément, mais le transfert de compétences, on en parle là au moment de la signature de l'avenant, mais ça vaut pour les décisions prises tout à l'heure, c'est à partir du 1er septembre, j'avais oublié de donner la date, c'est à partir du 1er septembre prochain que ce transfert aura lieu. Évidemment, nous n'attendons pas le 1er janvier, parce que si nous transférons la compétence le 1er janvier, alors que le contrat s'achève le 1er janvier, je vois mal comment le syndicat serait en capacité, au plan technique, administratif, de créer les conditions d'une prise de relais, évidemment, totalement performante. Donc, à partir du 1er septembre, les choses seront opérationnelles. Sur l'avenant, j'imagine que là, c'est unanime. Je l'enregistre comme tel. Bien. Lionel, sur quelques questions concernant les finances. On va accélérer maintenant. Ne vous inquiétez pas. Donc, une facture de 25 € pour des boissons servies dans le cadre de la fête de la grenouille et des crevisses. Signature d'une convention de partenariat financier avec l'association Mosaïque. Donc là, il s'agit... je demanderai peut-être... Oui, simplement une association intéressante à tous égards, et son intitulé dit bien son intention. Je salue Mme Fischer d'ailleurs qui en assure la présidence, elle a aussi beaucoup de détermination. Ce n'est pas étonnant lorsqu'on connaît Mme Fischer. Ça me permet aussi de dire que cette association a déjà à son actif un certain nombre d'initiatives, et en particulier, elle est en capacité d'aller rechercher des financements complémentaires pour un certain nombre d'opérations, ce qu'elle fait là, en l'occurrence, puisque elle va conduire, en lien évidemment avec le comité de quartier, en lien avec d'autres structures, MMH, avec BNE et la ville, une opération autour d'un parcours du parcours de santé qui va être mise en œuvre, et elle va nous permettre effectivement de mobiliser des financements qui n'étaient pas accessibles à la ville en dehors d'une gestion comme celle que nous vous proposons. Donc voilà la proposition, vous avez les éléments chiffrés dans votre dossier. On continue, s'il n'y a pas de remarques, je considère que nous sommes dans l'adoption. On continue. 2.3, remboursement de frais de gestion des budgets de l'eau et de la maison médicale vers celui de la ville. C'est la gestion de ces budgets-là, c'était dans les budgets formatifs de ces deux structures. 2.4, abattement facultatif à la base pour les handicapés sur la taxe d'habitation. Donc nous n'avions pas cet abattement. Je vais proposer de mettre en place cet abattement. On voit le coût pour la ville, hein, c'est un coût modique mais significatif. Enfin, en tous les cas, ça montre notre volonté d'aller dans ce sens. Qu'il me soit permis là-dessus simplement de dire, je le dis parce que il nous a quittés, que c'était un ami, c'est Monsieur Mus, qui était venu me voir en fin d'année dernière pour me solliciter sur cette question, cette approche. On en avait discuté comme d'habitude avec lui de manière très sympathique. Et donc, nous le mettons en œuvre.
Il nous a quittés. J'ai une pensée à cet instant pour lui et à la direction de sa famille. Quelques semaines après, une autre personne nous a sollicité. C'est bien. Je trouve que là aussi, nous marquons aussi notre intention très claire en direction des personnes fragiles, en quelque sorte, quelle que soit la nature de cette fragilité. Donc là-dessus, sur l'abattement, pas de remarques. Je vous sollicite quand même. Il n'y a pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous remercie. On continue. Décision modificative numéro 2. Donc là, il s'agit en fait de tenir compte des travaux de Russe-Eustache. Nous allons délibérer un petit peu plus loin sur le sujet. Voilà. Des mouvements en dépenses d'investissement et en recettes d'investissement. Bien. On continue sur le personnel. Il s'agit tout simplement, lorsque les contingences le nécessitent, et malheureusement cet hiver ça a été le cas, lorsqu'il a fallu faire en particulier les travaux de déneigement, de permettre d'autoriser le dépassement du quota d'heures supplémentaires. Donc il nous faut une délibération pour l'autoriser, de telle sorte aussi que nous puissions rémunérer ces heures supplémentaires en évitant qu'il y ait accumulation aussi d'heures à récupérer, ce qui évidemment peut produire quelques dysfonctionnements si nous n'y prêtions pas garde. Ça me permet de saluer le travail exemplaire de notre personnel. S'il y a bien une ville qui, dans les moments difficiles que nous avons connus d'enneigement, voit ces routes être rétablies, pas systématiquement et pas immédiatement, mais c'est bien la ville de Geuf. Et quand même, il suffit de se promener un petit peu dans ces moments-là pour se rendre compte que le résultat n'est pas de même niveau partout. Donc bravo à nos services, je le dis en sachant que derrière moi, le directeur des services techniques entend et qu'il est susceptible, je lui demande de le faire, de transmettre ses félicitations aux services concernés qui, à ce moment-là, ce ne sont pas seulement les agents du service voirie, puisqu'il y a évidemment exercice de solidarité entre les agents des différents services, ce dont je me réjouis aussi. Marché public. Je continue. Sur le plateforme, le pôle santé. Alors d'abord, là aussi, satisfaction. Les travaux, vous le savez bien, ont démarré. Je les ai encore visités avec Joël ce matin. Ils vont bon train. Je confirme le fait que nous devrions, dès le tout début septembre, pouvoir installer au sein de cette maison des spécialistes. Je le redis là aussi, situation historique, c'est la première fois dans l'histoire de la ville que nous allons disposer de ces spécialistes, que ce soit un cabinet de gynécologie ou de cardiologie. Quand je dis où, dans les deux, évidemment, ils s'installent tous les deux, mais que ce soit l'un ou l'autre, et donc c'est l'un et l'autre, c'est une première pour notre ville. Ça s'inscrit dans tout ce que nous avons conduit, tout ce que nous avons conçu, tout ce que nous avons posé depuis plusieurs années autour de l'idée de la maison médicale. On voit bien l'effet que cela produit. On ne peut que s'en féliciter, que s'en réjouir. Nous le savions, nous le subodorions et nous le vérifions aujourd'hui. C'est formidable pour notre ville. Je ne doute pas que notre population l'apprécie comme telle. En tout état de cause, donc il s'agit là d'aller vers un avenant, l'avenant numéro 1 avec la société Bâti-Pro Carrelage, concernant le lot numéro 6 de carrelage et revêtement de sol. Et il n'y a pas d'incidence financière sur cet avenant. Il s'agit tout simplement d'une modification apportée dans la direction de cette entreprise. Alors, nous sommes aussi dans le moment de lancement d'une opération déterminante, celle de l'aménagement de l'espace multimodal sur la plage Churchill. Je ne reviens pas sur l'historique, là aussi un dossier, vous savez, pour qu'un dossier arrive à échéance, il faut 2 ans, 3 ans de travail, c'est le cas.
Les financements ont été obtenus après l'élaboration du projet, après évidemment le pré-traitement de l'espace, après le tour de table avec nos partenaires. Je rappelle que le Conseil régional, que le Conseil général, que l'État ont été sollicités dans ces domaines et que nous sommes aujourd'hui en capacité de lancer la phase opérationnelle des travaux qui devrait intervenir à la fin de l'été, au mois de septembre, à la reprise. Nous avons à délibérer sur les différents marchés qui ont été lancés et qui ont fait l'objet, bien entendu, d'un appel d'offres. Donc vous avez la liste des lots, lot numéro 1 assainissement pour 88 500 €, de voirie pour 267 445 € et l'éclairage public pour 40 600 €. Il convient de me donner la faculté, évidemment, de signer ces différents marchés. C'est une bonne nouvelle, là aussi. Ce qui fait que tout ce secteur-là, mais ça s'inscrit aussi dans les opérations multiformes qui ont été engagées autour du quartier centre et autour du quartier d'Arly. On arrive là à une consécration d'un projet global. J'y reviendrai sans doute sur un autre point tout à l'heure. Là-dessus, unanimité, je suppose, c'est un beau projet qui arrive à son terme. Coopération intercommunale. La CCPO. Cité basse. Convention de dissimulation, on a eu un petit peu de difficulté à obtenir de la part de France Télécom que les choses soient portées sur les fonds baptismaux. C'est le cas ce soir. Nous avons signé une convention avec France Télécom qui vise évidemment à dissimuler autant que faire se peut. On n'est pas dans l'enterrement des réseaux, mais on sera en traitement de façade, avec un coût modique pour la ville. On est un peu plus de 2 000 €, mais il y aura là quand même effacement d'un certain nombre de poteaux bois qui se trouvent encore dans la rue. Donc évidemment, dans le principe, ce qui me permet de souligner aussi la qualité du travail de requalification des 2 rues qu'on a inaugurées il y a quelques semaines, que ce soit les cités basses ou la rue Schneider. On continue donc la coopération intercommunale. Alors après les élections municipales prochaines, il y aura modification des règles de désignation des délégués qui feront l'objet évidemment d'une présentation sur la liste aux élections municipales. Donc les délégués seront élus directement. Il y a aussi une modification des règles de représentativité. Vous avez reçu un tableau complet vous disant les modalités dans lesquelles la loi posait ces règles. Avec Jean-Pierre Minella, nous avons tous les deux porté très clairement et fortement 2 principes. Le premier consistait à dire à toutes les villes de la communauté de communes, nous ne voulons pas que les 2 principales villes soient dépositrices à elles seules de la majorité absolue. Parce que nous considérons que pour fournir un travail de qualité, de vrai partenariat entre toutes les villes de la vallée, il convenait de faire cet effort et de donner cette garantie à l'ensemble des villes et villages de la vallée de l'Orne. Donc nous avons convenu qu'il ne fallait pas aller à cela, alors que la loi, sur le respect strict de ces règles, nous donnait cette majorité absolue. Nous avons ensuite dit ensemble qu'il s'agissait de faire que chaque ville, chaque village soit représenté au moins par 2 délégués. Parce que dans un collectif comme celui de la communauté de communes, il s'agissait aussi de veiller à faire qu'un délégué ne soit pas isolé et qu'il puisse se concerter avec un collègue de la même ville pour évidemment envisager les réponses appropriées aux questions nombreuses qui peuvent être évoquées. Nous avons donc établi un principe que vous avez sous les yeux. C'est dans le tableau qui vous a été envoyé, il y a trois colonnes. La colonne de droite, c'est la répartition selon la loi, que nous ne voulions pas, pour les raisons que je viens d'évoquer. Le bureau, dans un premier temps, avait formulé la proposition, c'est votre bureau communautaire 1,
c'est comme ça qu'il apparaît dans la liste. Et il y a eu une proposition récente sur un bureau communautaire 2 qui conduit à augmenter, de passer de 38 à 40 le nombre de délégués, sans bouger le nombre de délégués joviciens, ce qui tend à réduire relativement la représentativité, en plus des deux efforts que je viens d'évoquer, la représentativité des villes d'Omécourt et de Jeuf. Nous avons fait parvenir à la communauté de communes, à l'issue de notre récent bureau municipal, une proposition dans laquelle nous disons il y a eu une proposition pour que Moineville et donc de facto bâti ne soit pas à 2 mais à 3 délégués. Pour des raisons que je ne veux pas ici, sur lesquelles je ne veux pas épiloguer, parce que je les trouve encore un peu particulières. Mais néanmoins, il y avait, semble-t-il, et qui montrait à 40, oui. Il y avait, semble-t-il, souhait que ces deux villes n'aient pas 2 mais 3 délégués. Eh bien, le bureau municipal s'est adressé à la communauté de communes en lui disant « Ok, pourquoi pas, dans l'absolu, les uns et les autres souhaitent cette représentativité, qu'elle ne se fasse pas. » Sur le dos, je m'excuse d'un propos un peu châtié, mais qui n'est pas exagéré, à nouveau, supplémentairement à l'effort que je viens d'évoquer, des deux villes concernées, Jeuf-Omécourt. S'il y a volonté de permettre une augmentation difficilement explicable de représentants de ces deux villes, eh bien, que la solidarité souhaitée par un certain nombre d'autres villes et villages s'exprime, et que l'on fasse en sorte que, sans augmenter le nombre global de délégués, il y ait donc transfert au moins de 2 délégués d'autres communes sur celles-là. Ce qui me semblait, et ce qui a semblé unanimement au bureau municipal, conforme à une règle simple, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient en charge de l'expression solidaire. C'est la moindre des choses. Donc, je vous propose que, compte tenu que nous n'avons pas obtenu de réponse, et ça veut dire que cette réponse n'est pas favorable, je vous propose de vous prononcer, parce que la communauté de communes nous sollicite sur 2 propositions. Soit le vote à 38, avec... Non. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a 2 propositions de la communauté de communes. La communauté de communes nous propose de nous proposer... Et donc, nous devons nous prononcer sur l'une ou l'autre des propositions de la communauté de communes. La communauté de communes nous propose soit de voter sur un total de 38, ce qui signifie 2 délégués à Moineville et 2 à Bâti, et ou de nous prononcer sur un conseil communautaire à 40, soit 3 délégués à Moineville et 3 délégués à Bâti, ce qui, relativement au nombre de délégués joviciens, réduit la représentativité de la ville. Je vous propose que, conformément à ce que je viens d'expliquer, nous nous prononcions favorablement sur la première hypothèse, c'est-à-dire 38. Je le dis très clairement, il se peut que nous soyons les seuls à adopter cela. Il n'est pas inutile, quelquefois, d'être seul à énoncer des principes et à travailler pour les faire respecter et à les faire valoir, même s'ils ne sont pas entendus tout de suite. Comme ça. Et ça ne me dérange pas, moi, de porter une proposition de la sorte, parce qu'elle me paraît conforme à l'intérêt bien compris de toute la vallée. Je te dis bien de toute la vallée, alors que je viens de le rappeler, il y a eu effort non négligeable de la part de Jeuf et d'Omécourt. Voilà sur la présentation. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questionnements supplémentaires? Jean-Jacques? Prends le micro, oui. Voilà, que ce soit la proposition 1 ou la proposition 2, moi je considère que Jeuf n'a pas son compte, d'accord, que le compte n'y est pas. Je conteste absolument pas le fait que les villes de plus petite taille ou les villages puissent avoir la capacité de se prononcer. Je ne conteste pas non plus le fait que les 2 villes principales ne puissent avoir la majorité. Mais force est de constater aujourd'hui qu'on est sous-représenté par rapport à certaines villes et certains villages. Si la représentativité doit s'asseoir, à mon sens, sur des critères indiscutables. Critères indiscutables, 1 pour 750, 1 pour 500, peu importe, il faut les déterminer de cette façon-là. Aujourd'hui, on nous propose quelque chose d'aménagé que je considère comme étant très sympathique, trop sympathique pour certains villages. Les enjeux communautaires vont être importants. Nos conseillers communautaires vont devoir lutter
vont devoir lutter à la communauté de communes, et il faut que leur représentativité leur permette de défendre au mieux les intérêts. Je ne doute pas un seul instant que ce soit le cas déjà aujourd'hui, mais la représentativité les aidera. Je pointe du doigt, bien évidemment, et vous l'avez compris, la charge très importante que notre ville continue à assumer sur les bâtiments communautaires qui siègent sur notre ville. Si demain la CCPO nous dit ou accepte de gérer la totalité de ces bâtiments, d'accord, et de prendre à sa charge, je serai peut-être à ce moment-là moins pointilleux sur la représentativité. Voilà. Bien, je comprends, et je remercie Jean-Jacques. Cela redit très clairement aussi d'abord cette démarche de principe que je ne conteste absolument pas, mais en même temps l'effort significatif fait par notre ville. Bien. S'il n'y a pas d'autres... Oui, René René. Il y a 2 astérix qui sont concernant cette commune, et c'est à compter du 1er janvier 2014. Oui. Alors ils nous rejoignent. Là, on adopte des règles qui valent pour les villes d'ores et déjà membres. Les villes de Bâti-Saint-Aille, dans le cadre d'un arrêté préfectoral, et après l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale, auquel je participe d'ailleurs, les 2 villes seront intégrées à la communauté de communes. Mais ils doivent quand même, malgré tout, délibérer avant le 31 août, alors. Elles devraient le faire. D'une manière ou d'une autre, si elles ne le faisaient pas, ça s'imposerait à elles. Ok, merci. Bien, sur cette proposition, je mets au vote la proposition numéro 1 que je vous propose d'adopter. J'entends ce que dit Jean-Jacques, donc il pourra le traduire en vote, évidemment. Qui est pour la proposition numéro 1 ? Ok, merci. Qui est contre ? Une voix. Qui s'abstient ? La proposition numéro 1 est adoptée. Je ne soumets pas la deuxième, puisque finalement, les choses sont claires. Je vous remercie de cette contribution. Ensuite, il s'agit d'un certain nombre de conventions qui va nous lier à l'établissement public foncier de Lorraine, qui sont toutes des conventions importantes. Je veux d'abord dire la qualité du partenariat que nous avons avec l'établissement, qui vient de loin. C'est une coopération extrêmement précieuse de tout point de vue, tant du point de vue de l'accompagnement technique, du conseil. Merci. Bonsoir, merci. Que l'implication financière de cet établissement et il nous permet d'envisager des opérations extrêmement fortes de redynamisation d'un certain nombre d'espaces. C'est le cas sur le site, l'ancien site graphique IMO, puisque nous avons là une opération qui a démarré. Vous avez vu la démolition du mur, l'ancien mur d'enceinte, c'est la première étape. Sur le terrain ce matin, nous avons constaté que les entreprises étaient nombreuses à intervenir, et vous verrez que dans un deuxième temps, puisque Graphite 3 sera activé avant que l'ensemble de l'espace entourant Graphite 3 ne nous soit livré. Mais ce sera, la livraison aura lieu, on va dire, en octobre, novembre prochain. Les travaux seront terminés et nous aurons là un résultat tout à fait appréciable. L'opération globale se monte, comme c'est indiqué, à 714 000 €. La ville intervenant à hauteur de 20% de ce coût. Quand j'ai dit ce coût, moins les 350 000 € qui avaient été mobilisés par l'EPF dans la démolition de Graphique IMO à la suite d'un incident qui m'avait conduit à prendre la décision de la démolition. Ce coût de démolition est pris totalement en charge par l'EPF de Lorraine, puisqu'ils étaient à l'époque
propriétaires et que, évidemment, ils étaient tenus à un certain nombre de responsabilités. Non pas au plan de l'incident, mais au plan, évidemment, de l'exercice de leurs responsabilités en termes de propriétaires. Nous intervenons donc sur le montant que je viens d'évoquer, 714 000 euros moins les 350 000. Nous sommes donc sur un montant global de 264, enfin global, spécifique de 364 000, ce qui nous donne un résiduel de 72 810 euros. C'est sur cette convention que je vous propose de délibérer. On est d'accord unanimement, je vous remercie. Sur Graphite 3, nous sommes là aussi sur une intervention de l'EPF qui vise à aménager les abords de la maison, qui vient compléter évidemment l'aménagement que je viens d'évoquer sur l'espace de Graphique Imo. Le montant global étant évalué à 200 000 euros, nous sommes là aussi sur 20%. Cela laisse un résiduel pour la ville de 40 000 euros. Mesurez bien, hein, je dis 20% sur des sommes considérables. Imaginez si nous n'avions pas ce partenariat privilégié avec l'établissement public, nous ne serions pas en mesure de conduire de telles opérations. Là aussi, grosse préparation, gros travail, longue durée, mais quelle belle satisfaction de voir les choses évoluer de cette manière. Sur le site l'ancien site d'Europipe, nous sommes là sur l'engagement d'une phase supplémentaire. Nous savons le coût d'acquisition, nous savons le coût de démolition intervenu, nous savons les études complémentaires en termes d'évaluation très minutieuse et très précise des pollutions, avec la prise en charge d'une très très grosse part des financements qui ont été mobilisés par l'EPF. Et derrière l'EPF, entendez qu'il y a toujours l'État, qu'il y a toujours la région, qu'il y a fréquemment le Conseil général et des financements spécifiques de l'EPF. Quand je parle de l'EPF, à chaque fois, nous évoquons aussi ces divers partenaires. Donc nous sommes là sur des travaux de purge, de massifs. Il ne s'agit pas de tout purger, mais de purger les massifs qui auraient des incidences sur notre projet à terme. Le montant global de la dépense étant de 600 000 euros, nous sommes à 100% de financement de l'EPF. Quand je dis partenariat important, intéressant, moins qu'on puisse dire, c'est que on voit là une preuve supplémentaire. Je rappelle que toutes les opérations liées à l'EPF le sont dans le cadre d'un projet qui a été préétabli et validé par les différents partenaires. D'ailleurs, Madame la sous-préfète, qui est devenue Madame la préfète, à l'occasion, il y a peu, de la signature d'une charte sur les écoquartiers, a eu raison de dire qu'il y avait maintenant irréversibilité de notre projet, puisqu'évidemment, tous les engagements financiers pris toutes ces dernières années font qu'ils ont été réalisés, engagés par ce partenaire, à condition qu'il y ait un projet cohérent, un projet fort, un projet positif, et il y a eu mobilisation de ces moyens financiers parce qu'il y avait ce projet. Et donc, il détermine, pour aujourd'hui comme pour demain, le fait que ces sommes aient été mobilisées par ces partenaires. Oui, mais le SCOT au plan réglementaire, tandis que là, on est sur des partenariats qui sont mobilisés au plan financier. Voilà sur cette troisième convention. Quatrième convention. Nous avons, depuis quelque temps déjà, travaillé aussi à l'élaboration d'un projet d'aménagement du glacier de Haropré. Nous avons eu, c'est un peu le hasard, ça, mais c'est comme ça, le hasard fait souvent bien les choses. J'ai eu ce matin une rencontre avec Clarisse était présente pour le service urbanisme, une rencontre avec l'EPF sur ce projet d'aménagement, qui reste à préciser sur certains éléments. Nous sommes
aujourd'hui dans une phase d'engagement assez précis. Je dispose depuis ce matin de ce planning que je vais vous indiquer, puisque nous sommes dans le choix de la maîtrise d'œuvre de cette opération. Consultation, donc validation du programme d'ici septembre 2013, même si c'est un pré-programme, puisque c'est sur ce pré-programme que nous sollicitons, que nous choisissons un maître d'œuvre. Lancement de la consultation après réalisation des termes du marché en septembre et finalisation de cette consultation en octobre. Réception des offres, ouverture des plis en octobre, choix du prestataire en novembre. Nous serons là, à ce moment-là, dotés de la maîtrise d'œuvre sur cette opération. En janvier, je prendrai l'initiative d'organiser, comme c'est la règle chez nous, une consultation directe avec les habitants du quartier qui aura lieu donc en janvier. Ensuite, après cette consultation en présence du maître d'œuvre, pour affiner le projet, nous engagerons les procédures, bien entendu, de consultation pour régler l'ensemble des marchés. Cela veut dire que nous pouvons considérer qu'au mois de juin prochain, parce que c'est le délai qu'il faut pour les marchés publics, en espérant qu'il n'y ait pas évidemment de contretemps aujourd'hui difficilement imaginables, les travaux de réaménagement avec des espaces évidemment consacrés à des activités ludiques et de meilleure commodité pour le service s'engageront en juin prochain. C'est une très bonne nouvelle. Ça aussi, c'est un aboutissement d'un travail de longue haleine, compliqué. Je rappelle qu'il y a là mobilisation d'un montant de, si mon souvenir est bon, 450 000 € sur le chantier et de 50 000 € pour les études. On est sur un montant global de 500 000 €. C'est là aussi considérable. Je rappelle que nous sommes là, nous intervenons, parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes politiques évoquées tout à l'heure sur une intervention de l'ordre de 25% pour la ville. Mais c'est une formidable nouvelle. J'ai participé, puisque j'en suis le vice-président, au dernier bureau de l'EPF de Lorraine, et ces 4 dossiers ont été présentés au bureau et adoptés. Donc on est bien dans la phase de mobilisation, non plus de recherche des financements, ils sont acquis, et on est dans la phase de mobilisation de ces moyens. C'est une excellente nouvelle, bien entendu. Voilà, ces différentes informations, elles sont de grande portée pour notre ville. Ensuite, le foyer Mondon, il y a quelques travaux à réaliser. Il nous faut tout simplement une autorisation pour une déclaration préalable de travaux. Donc évidemment, il y a besoin d'une délibération. L'acquisition des parcelles rue Seur-Eustache. J'ai eu à rencontrer il y a un mois peut-être, je ne sais plus précisément, les propriétaires de ces parcelles sur un petit espace, c'est une petite placette, qui est actuellement propriété à la fois de Bâtigère Nord-Est pour 4/7 de ces parcelles et de quelques propriétaires privés pour 3/7. J'ai évidemment négocié les choses avec Bâtigère Nord-Est. Je remercie ici M. Caligaro et Bâtigère parce qu'il n'y a eu absolument aucune hésitation de la part de BNE en disant oui, nous sommes prêts à rétrocéder le bien, mais oui, nous sommes prêts à le faire après réalisation des travaux. Ce qui est la tradition, mais ce qui relève aussi d'une haute qualité de relation que nous entretenons avec Bâtigère Nord-Est. Nous assurerons, après que les propriétaires privés nous aient cédé et l'autorisation de faire les travaux et ensuite la dite propriété, nous nous chargerons de la réalisation des 3/7. C'est la délibération soumise tout à l'heure par Lionel concernant la décision modificative qui a été prise tout à l'heure.
Donc l'impact est relativement modique. On est au total sur 15 000 euros hors taxe et nous sommes sur 3/7 de ces 15 000 euros. Vous avez d'ores et déjà fait le calcul, il est inutile que je le présente. Voilà sur cette acquisition. Ça correspond bien entendu à l'attente des habitants de ce secteur. Je signale qu'il y a aussi un espace en face de même nature. Nous interviendrons de même façon l'an prochain sur l'autre. J'allais dire impasse, ce ne sont pas tout à fait des impasses, ce sont des placettes qui ont des accès divers. Donc nous ferons ce travail-là l'an prochain sur l'autre. Voilà. Et évidemment, il s'agit de délibérer pour obtenir de BNE qu'il y ait remboursement d'une partie des travaux, c'est-à-dire les 4/7 que je viens d'évoquer. Ce sont des délibérations complémentaires. Voilà. Enfin, j'ai plusieurs autres informations à vous donner. Sachez que, tout d'abord, j'informe le conseil municipal, j'ai de place en place un contact avec monsieur Langlais, qui est le propriétaire de Leader Price, avec lequel régulièrement je fais le point et avec lequel nous avons une relation de sincérité. Jusqu'à présent, M. Anglais n'envisageait que la location du bâtiment. J'indique au conseil municipal qu'il est sur une posture un petit peu différente. Il pourrait envisager la cession de son bien. Et à ce moment-là, évidemment, cela introduit immédiatement la possibilité pour notre ville d'imaginer une action sur cet espace. Je dois vous dire, pour faire les choses en toute clarté, que je me suis déjà rapproché du président de l'Union des commerçants artisans de Geoff. J'ai déjà évoqué avec lui une hypothèse. Il dépendra évidemment de l'attente formulée par M. Langlais du point de vue de la vente éventuelle de son bien. Si cette proposition est raisonnable, nous pourrions envisager, et je serais susceptible, de vous soumettre quelques hypothèses intéressantes de travail sur cet espace. Donc il se peut que à l'automne prochain, je revienne devant le conseil municipal avec une proposition sur ce bâtiment important en plein cœur de notre artère principale. Donc voilà, c'est en soi intéressant. Il se passe quelque chose de positif. J'en suis la première fois. Donc, compte tenu de la relation, on a eu un échange. Il m'a laissé entendre cela. Bon, voilà. Et immédiatement, chez moi, ça a déclenché, évidemment, vous me connaissez, une réaction. Donc, je suis en train d'envisager des choses vraiment intéressantes. Voilà, c'était une information que je voulais vous donner. Pascal, tu souhaitais donner une information au conseil municipal sur Cavasic Park, je crois. Ah, c'est le A8 te surprend donc là. Alors, quelques mots, Pascal. Faire 1-2 pour la balance. Alors, que dire de cette journée? Pardon. Oui, que dire de cette journée? Qu'elle a mal commencé puisque le matin il pleuvait et le sol était bien imbibé. La scène a été quand même installée, mais certains endroits, notamment devant la scène, étaient boueux. Un agriculteur, contacté par un des musiciens, nous a ramené gracieusement une dizaine de bottes de paille. Trop sympa ce monsieur. Ensuite, nous avons eu la chance, le soleil est apparu et nous a pu quitter. Les débutants ont commencé, ils avaient peur, leur voix tremblait les pauvres, mais ce qui a été beau à voir, c'était la générosité dont les autres groupes ont fait preuve. Ils les ont aidés pour s'installer, les ont soutenus, encouragés, bref, ils ont été solidaires, sérieux et ont tous pris du plaisir à jouer, leur rêve pour défaire une musique. Musiciens et parents remercient vivement la ville de Geoff de leur permettre de se produire sur une vraie scène avec un matériel de qualité qui a pété les watts. À mon tour de les remercier pour leur travail. Un spectacle, ça se prépare et ils ne se sont pas moqués du public. Rappelons-nous que les objectifs du festival Cavasic Park sont d'écouter des styles musicaux différents et de faire découvrir la scène à des débutants. Merci aux associations présentes sur le site.
Toutes ont fait un bénéfice et ont profité du spectacle bruyant, certes, mais bon. Merci aux services techniques, ils ont été tip-top. Merci à la commission jeunesse et à la Maison des solidarités et de la fraternité pour leur soutien et leur aide. Merci à toi, André. Comme moi et la commission jeunesse, tu as fait confiance aux jeunes et nous avons eu raison. Merci au groupe Hérissé. Notre tête d'affiche, ce sont vraiment des personnages qui sortent de l'ordinaire. Ils ont été formidables avec tout le monde, avec les musiciens, surtout les novices, le public et les enfants mis en vedette sur la scène. Seul bémol, l'heure qu'ils ont perdue pour leur balance, il est certain qu'ils ont perdu du monde. Dommage, ça valait le coup d'attendre. Je tenais également à remercier Ben, notre animateur qui est là, qui est musicien, chanteur et référent de la Cavasic, qui a fait un travail énorme sur ce projet, ainsi que Franck, le coach, indispensable à la réussite de cette journée. Je tenais à vous confier que le 3 juillet, ça veut dire 4 jours après le festival, je reçois un SMS de Ben me disant « Je commence le projet Cavasic Parc 2 pendant que c'est encore chaud. J'ai refait le plan du site, j'ai noté des nouvelles idées et j'ai même des groupes musicaux qui m'ont déjà contacté pour la future édition. Aïe aïe aïe, pas le temps de se reposer. Mais travailler avec la jeunesse, c'est une vraie cure de jouvence. Ben, je suis impatiente. On avait dit au soleil, pas de problème. Petite info, dès la fin des travaux, il y aura bien évidemment l'inauguration de la scène de la Cavasic située sous la médiathèque, au cours de laquelle une surprise attendra les personnes présentes. Voilà. Donc, que dire de cette journée? C'était géant. Merci. Merci. Oui, on a presque envie d'applaudir, mais ça ne se fait pas en conseil municipal. Merci, bravo à Pascal. Elle met un peu de peps, hein, on n'en manquait pas, mais du point de vue, tu parlais de la jeunesse, il y avait de la jeunesse dans ta voix, mais pas seulement dans ta voix, Pascal. Tu as raison, merci au groupe, tu as raison de parler de solidarité, je parle de générosité. C'était cela, qui régnait, une ambiance de fête, de compréhension, de partage sur le site, c'était très agréable. Et tu as raison aussi, tu as utilisé un terme que je fais mien, la confiance. Oui, il y a eu confiance, parce que oui, il y a conviction que cette jeunesse est belle, qu'elle a du talent, des compétences, et qu'il faut lui permettre de l'exercer. Donc ça a été le cas, tu as été la cheville ouvrière de cette opération, tu as eu raison de remercier, de féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué, à mon tour de te dire bravo. Merci à toi. Bien. Il me reste à vous dire que, évidemment, depuis le dernier conseil municipal, j'ai eu à prendre un certain nombre de décisions. Vous les avez, vous en avez la liste, je n'y reviens pas. Il y a eu un certain nombre de déclarations d'intention d'aliéner, vous en avez la liste, je n'y reviens pas. L'ordre du jour étant épuisé, mais pas les acteurs de notre conseil municipal, je les remercie vivement. Je souhaite bonnes vacances à toutes et à tous, et à nos amis présents dans cette salle, à une exception près, je salue tous nos amis. Merci, bonne soirée, bonnes vacances. Bonnes vacances. Mes parents. Il y a mes mains, en fait, je salis un peu mes mains. Ça, je viens. Ouais. Pas la signature électronique, si je l'envoie par mail. Sinon, je demande à Nadia de la scanner et puis la scanner.